oui, il fonctionne comme les autres véhicules, c'est-à-dire 4 roues à volant, mais il est modifié là, pour être, on appelle ça Police Pack. Il y a des freins plus robustes. À l'intérieur de l'habitacle, il est modifié aussi pour pouvoir accueillir un terminal véhiculaire. Donc ici, on a notre ordinateur là, de travail sur lequel on peut voir les informations qui nous proviennent de la répartition. Puis aussi, on a la billetterie qu'on appelle là, pour émettre des constats d'infraction, qui est reliée aussi à une imprimante là, qui est derrière nos bancs ici. On a aussi un radioémetteur et un téléphone pour pouvoir faire des appels. L'uniforme d'un policier est constitué d'une part de la veste par balle, une protection balistique qui protège des coups de couteau ou les balles. Ça sert de rangement. Donc moi ici, je mets mon radio portatif à l'intérieur. Ensuite de ça, j'ai mon ceinturon. Chaque policier l'organise un peu à sa manière. J'ai mon arme de service et bien sûr les munitions qui vont avec. Ensuite de ça, j'ai une arme intermédiaire qui est le poivre de Cayenne, qu'on a ici. J'ai mes menottes qui sont ici. Ensuite de ça, j'ai mon bâton télescopique. On peut procéder à l'arrestation au criminel d'une personne dans 3 circonstances. La première, c'est qu'on a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. Ensuite de ça, on la trouve en train de commettre une infraction criminelle. La troisième, c'est qu'il y a un mandat d'arrestation ou de dépôt qui a été émis pour cette personne-là. Lorsqu'on procède à l'arrestation de personne, il faut s'identifier comme étant policier et donner les motifs de l'arrestation. Ensuite de ça, on va donner les droits constitutionnels, donc le droit au silence et le droit à l'avocat. Ensuite de ça, on a 2 possibilités. Soit qu'on peut remettre la personne en liberté ou il va y avoir détention. Si on a des raisons de croire que, par exemple, la personne ne veut pas s'identifier ou s'identifie pas correctement, ou on a des raisons de croire qu'il ne sera pas présent au tribunal ou que l'infraction va se poursuivre ou se répéter. À ce moment-là, il va y avoir une fouille qui va être faite après la lecture des droits. La personne va être transportée jusqu'au local de détention. Et puis là, il va être fouillé à nouveau par les agents de détention. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va pouvoir exercer son droit à l'avocat. Puis par la suite, il va être placé dans une cellule jusqu'à la prochaine comparution. Puis il va être amené devant un juge de paix au tribunal. C'est là que notre travail s'arrête. Alors, mon métier comme enquêteur, c'est de recueillir la preuve. C'est la base. Je rassemble les éléments qui sont fournis par les patrouilleurs, un peu comme un casse-tête. Je mets ça ensemble, puis dans le but d'avoir les preuves nécessaires pour porter des accusations. Lorsqu'il y a des scènes de crime, c'est que le suspect se trouve avoir une expectative de vie privée la plupart du temps. Donc, ça nous prend des mandats. Une fois qu'on arrive sur place, la résidence, l'endroit est toujours surveillé par des patrouilleurs. Le temps qu'on arrive, après ça, on en prend en charge, nous comme enquêteurs, avec un technicien qui est en identité judiciaire, qui va venir prendre les photos, les vidéos, qui va faire une reconstitution de la scène. Donc, c'est vraiment l'enquêteur là, qui prend charge de la scène, puis qui dicte au technicien en identité judiciaire ce qui doit être fait. Un interrogatoire, ça commence toujours par une mise en garde avec des droits à l'avocat. Donc, lorsqu'on rencontre le suspect, on se présente, on lui dit c'est quoi les raisons de l'interrogatoire, c'est quoi les accusations qui pèsent contre lui. Puis on lui donne ses droits de contacter un avocat, son droit de garder le silence. À la base d'une enquête, on a toujours des éléments là, qui nous sont transmis par le plaignant, par les victimes. C'est des éléments qui sont des fois primaires ou est-ce qu'on n'a pas beaucoup de choses. On peut vérifier si la personne, dans le cas d'un vol dans un commerce, si cette personne-là, elle a payé avec une carte de crédit. C'est des informations qu'on peut relever par la suite. Donc, il y a différentes techniques. Il peut y avoir de la filature, il peut y avoir ultimement de l'écoute électronique. Les caméras de surveillance, on pour beaucoup maintenant. Il y en a un peu partout. Puis dites-vous qu'avec la technologie, chaque chose que vous faites laisse des traces. De manière générale, c'est pas vraiment les clients qui sont en contact avec moi en matière criminelle, c'est les policiers qui vont me téléphoner parce que la personne, évidemment, va exercer son droit à l'avocat. Un avocat a le choix d'accepter un dossier ou de ne pas accepter un dossier, pour plusieurs raisons. On a l'obligation d'accepter seulement des mandats qui sont dans nos cadres, qui sont dans nos compétences, dans notre champ de compétences.
Le rôle de l'avocat de la poursuite, c'est de tenter de faire une preuve hors de tout doute raisonnable par tous les moyens légaux qui sont mis à sa disposition. Le rôle de l'avocat de la défense, lui, c'est de tenter d'obtenir l'acquittement de son client par tous les moyens légaux possibles, en servant lui aussi des témoignages, des vidéos, des rapports de police. Le rôle du juge, lui, c'est d'arbitrer. Bien évidemment, il doit s'abstenir de prendre parti, il doit tenir compte de l'ensemble de la preuve, c'est-à-dire, s'il croit la version de l'accusé, bien, il va généralement devoir l'acquitter. S'il ne croit pas l'accusé, mais qu'il y a quand même un doute raisonnable, il va devoir aussi l'acquitter. Le rôle du juge aussi, évidemment, c'est de s'assurer que les témoins ne sont pas indûment intimidés par les avocats. Ça peut devenir à l'occasion un peu sportif, les procès. Et donc, s'il voit qu'il y a un témoin qui n'est pas en mesure de témoigner en raison du comportement d'un des autres avocats, bien, il va agir aussi comme médiateur, si on veut, ou arbitre là, du procès en direct. L'accusé, lui, dans le cadre du procès, il peut soit être détenu, soit être en liberté. Dans la mesure où il est en liberté pendant le procès, évidemment, il va avoir été arrêté par des policiers. On va lui remettre ce qu'on appelle une promesse de comparaître. En attendant la suite des procédures, il va être en liberté. Il peut avoir des conditions que le policier lui aura émises, par exemple un couvre-feu. Dans le cas d'autres crimes qui sont d'ailleurs prévus dans l'article 463 du Code criminel, par exemple le meurtre, la sédition, avoir alarmé Sa Majesté, c'en est un. À ce moment-là, la détention, c'est la règle. Donc, il va être détenu en attendant son procès. C'est ce qu'on appelle la détention provisoire, par opposition à la détention préventive. Une fois l'arrestation faite, le procès terminé, évidemment, soit le client va être acquitté. À ce moment-là, ben, il retrouve sa vie normale puis il passe à un autre appel. Ou il va avoir une sentence. Donc, une fois que c'est fait, on s'assure que notre client, on explique. Voici ce qui est arrivé. Vous avez été acquitté, puis on va faire une demande de destruction de primitif pour pas que ça laisse de traces. Ou ben non, vous passez pas go, vous ne réclamez pas 2 ans, puis vous allez directement en prison. À l'occasion, il arrive que des gens viennent plaider coupable pour que le juge se fasse une idée honnête de la personne qui est devant lui pour lui donner une sentence qui est appropriée. Généralement, il va demander la confection d'un rapport pré-sententiel. L'agent de probation a un double mandat de réinsertion sociale et de protection de la société. Il a la responsabilité d'évaluer et d'orienter toutes les personnes contrevenantes qui lui sont confiées, tout en s'assurant du respect de ses conditions légales. De plus, il prépare le plan d'intervention correctionnelle et les rapports présententiels. À la suite d'une déclaration de culpabilité, le juge a plusieurs options. Avant de rendre sa sentence, il peut notamment demander qu'un rapport présententiel soit produit pour obtenir davantage d'informations sur la personne contrevenante. Ensuite, les sentences possibles sont l'emprisonnement avec sursis, l'ordonnance de probation avec ou sans suivi, l'incarcération, à l'absolution conditionnelle ou inconditionnelle, ou bien les travaux communautaires. Par la suite, nous établissons un plan d'intervention correctionnelle que nous présentons à la personne contrevenante. L'agent de probation encadre ces mesures en fonction des conditions spécifiques émises par le juge et dans le cadre légal de chacune de ces mesures. Malheureusement, plusieurs statistiques gouvernementales nous démontrent que plus de 75% des prisonniers ayant été libérés retourneront en prison.